Voilà. Alors, plusieurs historiens et historiennes ont essayé d'expliquer l'étonnante révolution qui s'est produite dans l'œuvre Le Corbusier autour des années 1928 et 1935. Kenneth Frampton, par exemple, en 1987, a noté qu'il y a eu une rupture décisive avec la vision puriste machiniste des années 1920. J'offrirai deux explications supplémentaires. Les Anglais ont une expression qui peut servir comme prétexte à mon premier argument dans ce contexte. You can remove an Englishman from England, but you can't remove England from the Englishman. Édouard a pu quitter sa ville natale définitivement en 1917, mais il n'a pas pu enlever de son esprit le paysage de la Chaux-de-Fonds. On va filer cette métaphore un peu plus loin, mais il faut d'abord faire face à un autre problème. L'argument principal déployé par les pionniers de l'architecture moderne en Europe est le principe hegelien du Zeitgeist. L'esprit moderne est déterminé, plus ou moins, par la modernisation, l'industrialisation, la standardisation, les révolutions dans les moyens de transport. Et cela, pour ceux qui adhèrent à cet esprit, conduit à un style. Alors, le concept de style est central aux origines de l'histoire de l'art, notamment en Allemagne, mais il devient vite un cadeau empoisonné pour les modernistes. Personne ne voulait pas, c'est pas complètement vrai, il y a des Allemands qui parlaient du style moderne, mais en général, les modernistes purs et durs ne voulaient absolument pas parler de style. Dans son premier article, octobre 1920, dans l'Esprit nouveau, ce qui deviendra plus tard Vers une architecture, Le Corbusier compare les styles à la mode féminine. En 1929, à Buenos Aires, il revient à l'attaque. Je voudrais savoir qui a décrété que l'art grec est éternel. Je connais l'Acropole, on l'a bien vu ce matin. Infâme parodie. Alors, les styles, pour Le Corbusier, c'était copier. Excuse-moi, j'aurais dû montrer ça avant. Le détail, je connais l'Acropole, infâme parodie. Or, par définition, les 5 points de l'architecture moderne, définis en 1927, constituent un style. Le Corbusier n'avait pas peur de parler de dogmes. Celui qui accepte les dogmes de Le Corbusier ne réfléchit pas pour lui-même. Il accepte la formule. Qu'est-ce un style? Un syntaxe de solution qui détermine à l'avance l'apparence d'un bâtiment. Alors, après la Villa Cook, la maison corbusienne risquait de devenir prévisible. Les pilotis exigent un soubassement vide. La fenêtre en longueur exige une solution de façade qui n'est plus libre. Donc, la façade libre est anéantie par la fenêtre en longueur. L'intérieur est dominé par la fenêtre en longueur et la nécessité de montrer les pilotis. Le plan n'est plus libre non plus. Et on a vu, par exemple, les pilotis font un espace entre le mur rideau et la structure qui est toujours un espace embarrassant. On l'a vu dans la vue de la Villa Stein, la soi-disant bibliothèque qui ne sert à rien. Ça, c'est typique d'un espace produit par le dogme corbusien qui crée après des embarras. Alors, le résultat est la Villa Savoie. Ah, c'est bizarre, ça. Il y a une chose qui manque. Encyclopédie de standards développée pendant les années 1920. Les 5 points, la rampe, la circulation véhiculaire, la fenêtre en longueur et le toit terrasse. Le style corbusien, en quelque sorte. Brillante, unique, de plus en plus élégante au fil du projet,
la Villa Savoie est quand même un cul-de-sac. Donc, il faut imaginer une vue générale de la Villa Savoie qui est cachée par ce détail. Alors, c'est un cul-de-sac. C'est, pour dire en anglais, the end of the road, ou moins the end of a road. Soyons clairs, les villas de Le Corbusier et Pierre Jeanneret n'étaient qu'un exercice de style, loin de ça. Il y avait de l'invention dans chaque détail, et c'est pour ça que je montre ce détail-là, de la Villa Savoie. Mais du style, il y en avait aussi. Et ce n'était pas seulement, évidemment, Le Corbusier. On pouvait beau parler du Neues Bauen, du rationalisme, du modern movement, un style de l'architecture moderne diffusé par les périodiques et les livres et instamment reconnaissable, se répand partout dans le monde. Au Mexique, on a déjà vu l'atelier oui. Au Mexique, en Palestine, en Italie, en Tchécoslovaquie et Norvège, et évidemment partout dans le monde. Il n'est pas donc surprenant que déjà en 1928, Le Corbusier commence à fragmenter les dogmes des années puristes par un de ses premiers projets construits sur la base d'une contradiction. Ici, la contradiction dérive de la loi Luscher, même, ce sont les maisons Luscher, qui exigeaient à la fois des moyens de construction industrialisés et, en même temps, pour apaiser les communistes et socialistes à l'Assemblée, l'emploi de la main-d'œuvre locale. Donc, solution, murs de moellons venant d'une carrière locale et maisons en acier préfabriquées à distance, assemblées sur place et couvertes par des plombiers couvreurs du quartier en zinc, comme des toits de Paris. Et c'était un projet du type Luscher que Le Corbusier imagine en 1929 pour Hélène de Mondreau pour sa villa au Pradet, dans le Var. L'atelier Le Corbusier, l'atelier rue de Sèvres, perfectionne ce projet entre décembre 1929 et avril 1930, et c'est seulement après cela que le compromis de mécanisation contre main-d'œuvre locale prend une direction tout autre, celle qui mène à la villa de Mondreau. Et voilà un des plans de la villa de Mondreau. Des murs en moellons définissant le plan et son apparence extérieure, et de grandes pans de verre, on voit ici, en acier, qui sont fabriqués et montés. Les 5 points sont mis à la poubelle 2 ans après leur apparition. Et on trouve ici une relation, on peut dire un partenariat forcé, difficile, avec l'homme d'État local, le maçon Aimonetti. Et toute la richesse de l'architecture des années 1929-1935, sa subtilité et ses variations découlent de cet abandon du style corbusien. Ça, on peut dire pour la photographie, pour la petite maison de week-end de 1935, on commence à avoir quand même un peu d'humanité dans les photos des intérieurs de Le Corbusier pour commenter le discours. Or, un point commun dans ces images est la question des matériaux. Dans les années 1920, Le Corbusier parlait d'un seul corps de métier, c'est-à-dire le maçon. Ces structures en mâche-fer enduit assuraient toutes les fonctions d'ameublement, sauf les tables, les lits et les chaises. À l'extérieur, c'était du béton, ou en réalité du mâche-fer fini à la taloche par un enduit. Mais maintenant, on trouve toute la beauté de la pierre de Melun, les briques, les surfaces en dallage de pierre, les intérieurs enduits d'un plaquage de contreplaqué en okoumé ou en chêne. On peut sortir le chaudefonnier de sa ville natale, mais on ne peut pas sortir la chaux-de-fonds du chaudefonnier. Le jeune Édouard a été formé dans la couture de John Ruskin et Charles Blanc. Il fallait seulement attendre
pour qu'il revienne à sa passion pour la richesse des matériaux naturels. C'est un processus qui a commencé avec la peinture. L'expression picturale de Le Corbusier s'est satisfaite pour quelques années du style puriste inventé par Amédée Ozenfant et un peu lui-même. Et en architecture, par la polychromie. Mais ce n'était pas suffisant. À partir de 1926, après sa rupture avec Ozenfant, ses peintures commencent à casser les principes puritains du purisme. Les couleurs débordent de la grande gamme puriste, les natures mortes commencent à vivre leur propre vie corporelle et anthropomorphique. Le visage et le corps d'Yvonne et des femmes ostréiculteurs du bassin d'Arcachon arrivent, pour en finir avec une série de peintures animistes de force cosmique incarnées dans les objets à réaction poétique, c'est-à-dire les objets qu'il trouvait sur la plage ou dans les pinèdes, arrivent dans cette série de peintures. Alors, le monde de la machine, les objets puristes qui étaient à la base des peintures puristes, sont remplacés par les objets de la nature. Et ce sont deux images qui viennent de magnifiques expositions d'Arthur Rueg dans le pavillon Heidi Weber à Zurich, qui vient d'ouvrir et qu'il faut absolument voir. Mais c'è più, comme dirait Manfredo Tafuri. Ce n'était pas seulement l'iconographie industrielle qui a été remplacée. La foi fondamentale dans la civilisation machiniste, point d'orgue des années 1920, se remplace dans l'esprit de Le Corbusier par un pessimisme dur sur l'influence du marché industriel. Il a compris que, loin d'apporter des outils toujours plus efficaces et purs, l'industrie ne savait que corrompre le goût et saturer le marché avec du kitsch. Son paradis primitif, au petit piquet, a souffert aussi de l'invasion de la civilisation. Et je cite ce qu'il a écrit dans le livre d'or de l'hôtel qu'il a visité en 1936. Le piquet est foutu. Je l'ai connu avant la route et les bâtisseurs. Donc les voitures amènent la civilisation amène la destruction du piquet. Ce bassin, au rythme des 13 heures, véritable horloge cosmique, fomentant toutes les diversités, les infimes combinaisons, maintenant les maisons sont basques, avec de fausses poutres en ciment peint de faux bois. Sa conférence 1927 et ensuite son livre « Une maison, un palais » 1928 reflètent le dictum d'Adolf Loos. Les architectes n'ont pas de culture. Seulement les paysans ont de la culture. Inutile de vous rappeler l'article fondamental de Loos, Architecture de 1910, c'était une conférence plutôt, publiée par Badovici en 1923 comme l'architecture et le style moderne dans l'architecture vivante, qui voit dans la villa de l'architecte le seul point artificiel et non naturel dans le paysage. Une maison, un palais qui célèbre, parmi autres, il y a le projet du Palais des Nations, mais la maison, c'était la maison de Stein, de Monzy, de Le Corbusier. Une maison, un palais qui célèbre une des œuvres magistrales du modernisme, la Villa Stein de Monzy, a pour couverture une baraque de pêcheurs. Et Le Corbusier écrit « Un beau jour, après les avoir tout à coup comprises, on s'est écrit « Mais ces maisons sont des palais ». Alors, ce n'est pas la première fois qu'il a eu des réflexions comme ça, comme l'a montré Daniel tout à l'heure. Il a déjà vu dans les maisons vernaculaires qu'il a dessinées pendant son voyage d'Orient de la monumentalité.
Donc, ce n'est pas la première fois, mais c'est un thème qui devient de plus en plus fort autour de 1928-29. Il n'était pas question, évidemment, d'imiter les masures éphémères de ces baraques, comme il n'était pas permis avant d'imiter les modèles de l'ère machiniste, les paquebots, avions et voitures, mais d'en saisir l'esprit. Nous pouvons nous aussi, si nous savons réaliser l'harmonieuse organisation des données nouvelles, faire de nos maisons des palais. Donc maintenant, c'est carrément la baraque qui devient la source principale à l'inspiration de l'architecte. Et ça, c'est dans ces conférences en 1929 où il fait toute l'histoire de la hutte primitive, partant un peu de Vitruve, mais préhistorique, puis le temple dans le désert, puis la maison en bois convertie en temple selon Vitruve, et en bas, la maison du pêcheur. Il trouvait sur la presqu'île du bassin d'Arcachon la vie simple, honnête et fondamentale qu'il ne trouvait pas dans la grande ville. Il dit « Je cherche les sauvages, non pour y trouver la barbarie, mais pour y mesurer la sagesse. Je mesure qu'étant architecte et urbaniste, je viens apprendre les choses de mon métier chez l'homme ou chez les hommes. » Alors ça, c'était écrit dans La Ville radieuse 1935, mais le sentiment y était bien avant. Le problème était comment redécouvrir les matériaux et les instincts de sa jeunesse tout en conservant le projet moderniste et en évitant l'association avec l'académisme d'un côté ou le mouvement régionaliste mené par ses ennemis comme Léandre Vaillant. Il trouve la réponse à Vézelay, dans la maison à gauche adaptée par Jean Badevici, où est la maison aujourd'hui là, à droite, ou dans les baraques de ses amis à Ebly, des petits baraques qu'il a visitées. Il a parlé de l'expérience de vivre l'été au-dessus de ces baraques avec beaucoup de plaisir. Il est même intéressant que, à la fois Le Corbusier et Jean Badevici appellent la magnifique, merveilleuse villa moderniste E1027 de Eileen Gray la baraque. Et ce n'est pas une critique. La pierre dressée appartenait aux académiciens, la pierre rustique aux régionalistes. Il trouve sa pierre dans la pierre meulière cachée, utilisée à Paris pour les murs mitoyens et les murs du jardin. Comme il dit, le mur de mon voisin dans son atelier rue Noguès-Récolly, en l'occurrence, c'est le mur mitoyen de l'immeuble de Michel Ruspitz à côté. C'est une pierre modeste, une pierre primitive, honnête. Le bois appartient aux menuisiers et ensembliers des arts décoratifs. Il a trouvé son bois dans les bardages de piquets et les constructions des marins. Et là, on trouve encore une fois le discours d'Adolphe Loos qui dit qu'il avait trouvé ces barrages dans les parties du bois qu'on ne voit pas normalement. Or, qui dit matériaux naturels dit paysage. Qui dit paysan dit aussi paysage. Même dans les moments forts de l'aventure machiniste, en 1926, le paysage était à la fois à l'origine et à la fin de la boîte à miracles. Le 20 avril 1926, Le Corbusier explique à la jeune femme, Madame Mayer, les plaisirs qui l'attendent. Le ciel est dessus. Avec les murs autour, personne ne nous voit. C'est intéressant ce nous. Il fait le courtisan. Il essaie d'imaginer lui-même et Madame Mayer dans ce jardin. Le soir, on voit les étoiles et la masse sombre des arbres de la Folie Saint-James. Comme à Robinson, comme un peu sur les peintures de Carpaccio, divertissement. Ce jardin n'est pas du tout à la française, mais un bocage sauvage où l'on peut
grâce aux fauteuils du parc Saint-James, se croit loin de Paris. Donc, le résultat de la boîte des miracles, c'est la sensation de le paysage. Et en octobre 1925, il avait expliqué que la nature était même à l'origine de son entreprise. Ce projet, madame, n'est pas né d'un coup sous le crayon hâtif d'un dessinateur de bureau, entre deux coups de téléphone. Il a été longuement mûri, caressé, en des journées de calme parfait, en face d'un site hautement classique. Et le paysage est donc l'alpha et l'oméga de l'architecture moderne. Et le site n'est pas autre que la vue du lac Léman, autour de laquelle il a composé la petite maison pour ses parents en 1924. Donc, ça on ne voit rien, mais ça c'est la vue de la fenêtre. L'architecture géométrique, pure création de l'esprit, se comprend pleinement seulement dans son paysage. C'est la dominance du paysage par l'architecture au Parthénon qui crée l'extase. Pour répéter une image de Daniel, une de ces diapositives tirée d'un croquis fait en 1911 à Delft incarne cette confrontation parfaitement. Ça, c'est l'architecture moderne. Plus tard, il mettra dans toutes ses conférences un croquis comme celui-ci, souvent intitulé « Le dehors est toujours un dedans ». Le croquis explique que la même construction prismatique, en l'occurrence à gauche, c'est la maison A de Lège, est transformée par le paysage. Et il raconte une expérience initiatrice pendant qu'il marche sur la côte de Bretonne. Le paysage, il explique, est dominé par l'horizontale de la mer. Soudain, il s'arrête. Pourquoi? À cause d'un rocher vertical. Cette juxtaposition d'horizontale et verticale qu'il compare favorablement avec le Parthénon, à gauche, et défavorablement avec le gothique, ici, il le nomme le lieu de toutes les mesures. Au cours des années 1930, ce lieu de l'angle droit assumera une position toujours plus importante dans sa cosmologie personnelle. La verticale et l'horizontale, l'homme et la femme, les quatre éléments, le soleil et la lune. Dans son poème de l'angle droit, après-guerre 1953, il est très clair. Tout contracte avec la nature un pacte de solidarité. C'est l'angle droit. Debout devant la mer, vertical, te voilà sur tes jambes. Et cet angle droit devient son emblème, l'expression de son credo. Donc, on peut trouver même dans la Villa Savoie le commencement de ce contrat de solidarité avec la nature, le vertical juxtaposé avec l'horizontal de la nature. La façon qu'il explique la relation entre la rampe douce qui relie le sol naturel avec le sol élevé, avec l'escalier en spirale qui transperce la boîte horizontale, n'est pas loin du paysage béton avec son rocher vertical. Il est intéressant aussi que le peintre Célio raconte qu'il a dû reprendre le soubassement vert au lieu de rouge, comme rouge c'était dans la maison Citroën à Weissenhof. Le prairie est en bas, le jardin est en haut. Voilà le mécanisme du rêve virgilien dont il parle dans précision. Mais Le Corbusier voudrait que la nature sauvage entre aussi dans la maison. Remerciant les Savoies pour leur invitation de dîner, il les conseille d'ajouter des plantes dans l'entrée vivace, désordonnée et sauvage. En fait, l'entrée de la propriété de la Villa Savoie, avec la juxtaposition de la loge et les murs de moellons, et surtout le chenil, préfigure la Villa de Mondreau. Les 5 points manifestes du style corbusien ne mentionnent pas les symboles ou les associations, la couleur verte pour la nature,
la pierre comme symbole de la simplicité, le vertical et l'horizontal comme pôle cosmique. Avec la Villa Savoie, le style corbusien est enterré. Merci.